Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une sorte de vidéo, pas de test parce que pour une fois ce sera pas très complet comme d'habitude, mais plus une vidéo de review sur le Cubot GT95, un téléphone que je vous ai présenté en déballage il y a maintenant quelques mois de cela. Alors pourquoi aujourd'hui je vais décider de faire une vidéo un petit peu différente d'habitude? Parce que si on doit en venir tout de suite à la conclusion, ce Cubot GT95 a de trop gros défauts pour être recommandé. On va les développer tout le long de cette vidéo qui va être normalement beaucoup plus rapide que d'habitude. Mais il est impossible pour moi de vous recommander ce téléphone, surtout que quand j'ai testé à côté, il y a quelques mois de ça, le Lenovo A399 qui sera aujourd'hui, disons, on va dire, le téléphone comparé à ce Cubot pour tout simplement vous dire qu'il ne faut pas du tout acheter ce Cubot. Et sans plus attendre, commençons tout de suite la vidéo. Commençons, on va dire un petit peu comme d'habitude, par les démarrages des deux téléphones, parce qu'en fait, pour une fois, ça va être assez drôle. Je pense que en mettant ces deux téléphones l'un face à l'autre en sorte de battle, je pense qu'on peut avoir une belle compétition de musique de démarrage bien pourrie que vous allez pouvoir tout de suite entendre. Youpi! Je pense qu'on peut facilement s'accorder sur le fait que ces deux téléphones sont de sacrés casse-bonbons en termes de musique de démarrage. Alors faisons un petit point, disons un petit peu en dehors du test pour parler des accessoires du Cubot. Alors pour faire très simple, le chargeur donné avec le Cubot pèse 3,50 g et ben voilà. Bon jusqu'à maintenant il a résisté mais bon je l'ai quand même pas beaucoup utilisé récemment. Le câble de ce Cubot est non standard en termes d'embout micro USB parce que celui-ci, comme je vous le montre actuellement, est plus long que la normale. Les écouteurs sont convenables, mais encore une fois, lui aussi a une longueur non standard parce que la prise jack est un peu renfoncée dans l'appareil. Le son est relativement étouffé, mais il est convenable, on peut dire, pour des écouteurs de téléphone à 50 €. Le seul petit point sympa, c'est la petite protection en silicone qui nous est donnée autour de l'appareil et un protège-écran supplémentaire dans la boîte. Bref, des accessoires d'une qualité passable, sauf pour ces derniers. Alors par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le protège-écran qui est posé par défaut semble réduire la sensibilité de l'écran. Pour ça que je l'ai zappé pendant toute la durée de mon test quasiment. Commençons par le premier point de cette vidéo de comparaison, review, test, un peu n'importe quoi, c'est le design. Alors, nous sommes en face de deux téléphones qui sont en plastique, mais selon moi, le Cubot est plus joli. Avec ce blanc, à dire ce téléphone blanc au contour bleu. Disons que le Lenovo côté est plus classique, avec malgré tout un taux texturé, avec une petite texture sympathique qui change du plastique un peu brut. Et petit point particulier, c'est que le Cubot est designé pour être utilisé avec une coque, à cause de la surélévation de l'écran par rapport au dos de l'appareil. C'est quand même assez drôle. Malgré tout, malgré ce petit point-là, je vais quand même donner l'avantage au Cubot sur le design. Passons maintenant aux caractéristiques. Alors pour le Cubot, nous sommes en face d'un SoC MT6572M, un double cœur à 1 GHz sur le CPU Cortex A7 et associé à un GPU Mali 400 simple cœur 400 MHz si je ne dis pas de bêtises. Nous sommes face à 512 MB de RAM et 4 Go de mémoire de stockage. Nous avons un port pour carte micro SD qui va jusqu'à 64 Go, en tout cas j'ai pu le tester jusque là. Par contre, nous avons un port micro USB non standard et un port jack 3.5 mm non standard. Alors là-dessus, c'est vraiment deux points qui sont, selon moi, critiques sur ce téléphone. En plus d'autres points que nous évoquons plus tard, c'est vraiment le fait que ces deux ports soient non standards. Vous pourrez trouver d'autres câbles qui fonctionnent dessus que votre câble donné dans la boîte. Notamment ce superbe câble que je vous ai présenté dans un colis à 20 € précédent, qui fonctionne dessus, mais que pour la recharge, mais pas pour la synchronisation avec le PC. C'est vraiment dommage sur un téléphone aussi peu cher d'avoir des ports non standards en termes de longueur à cause d'une carte mère qui est un petit peu trop rentrée dans l'appareil. Pour ce qui est du Lenovo, nous sommes face à un SoC MT6582M, un CPU 4 cœurs 1,3 GHz Cortex A7 associé à un GPU Mali 400 MP2 à 433 MHz, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le GPU qui a été baissé sur la version M. Nous avons là aussi 512 MB de RAM et 4 Go de stockage, une carte SD, un port pour carte SD qui fonctionne jusqu'à 64 Go, permettant d'installer les applis quasi en entier. Par exemple, lors de mon test, je m'en souviens, j'ai quasiment pu installer 12 Go d'applications sur la carte SD, tout en ne remplissant que 2 à 2,5 Go d'applications sur la mémoire interne. Donc c'est vraiment un très bon point. Et là, bien sûr, nous avons un port micro USB standard qui est OTG d'ailleurs, normalement. Ça, c'est à vérifier, je mettrai une petite annotation sur l'écran. Et un port jack 3.5 mm qui lui aussi est standard. Donc, pour ce qui est des caractéristiques, je pense que ça va être assez simple à vos yeux. Le Lenovo a largement l'avantage sur ce point.
Passons maintenant à la partie écran de ce test review, je ne sais quoi. Sur ces téléphones, nous avons de chaque côté un écran de 480 pixels, donc 800 par 480. Sauf que sur le Lenovo, c'est un écran de 5 pouces, et donc sur le Cubot GT95, c'est un écran de 4 pouces. Donc nous aurons une meilleure densité de pixels sur le Cubot GT95. En parlant de ce Cubot, nous avons un écran 4 pouces non IPS avec une bonne luminosité, mais qui est quand même assez violemment bleu, avec des angles de vue qui sont assez catastrophiques du fait que l'écran ne soit pas IPS. Donc c'est un écran qui est vraiment pas super agréable à regarder au quotidien. Et si chaque fois vous avez un autre écran chez vous, enfin un autre appareil avec un écran qui est lui par contre avec des couleurs qui sont correctes, vous allez vite fait voir la différence quand vous allez le réutiliser juste après. Pour ce qui est du Lenovo, nous avons dessus un écran IPS de qualité assez moyenne, on va pas non plus enjoliver les choses. La luminosité est un petit peu moins bonne que sur le Cubot, mais la colorimétrie est bien meilleure et les angles de vue sont suffisants pour ne pas avoir mal aux yeux, même si ce n'est pas non plus la grande joie de ce côté-là. Donc pour ce qui est des écrans, l'avantage va encore une fois au Lenovo, même si l'application YouTube sur le Lenovo est bridée en 360p. Sauf que sur le Cubot, YouTube fonctionne mal. Donc je préfère avoir un YouTube où les vidéos fonctionnent un peu moins bien que un YouTube où les vidéos tournent mal. Pour ce qui est de la résistance de ces deux téléphones, alors les deux ont une résistance assez moyenne à la pression et à la torsion en général. Donc sur ce point-là, je vais dire qu'il y a entre guillemets égalité, sachant que le Lenovo, par contre, lui, est utilisé par quelqu'un à qui je l'ai donné depuis la fin de son test dans une utilisation assez demandeuse en termes de résistance. Je pense que le Lenovo a quand même une résistance qui est suffisante pour pouvoir résister dans les mains d'un utilisateur assez intensif pendant plusieurs années, j'ai envie de dire. Le Cubot, je ne sais pas, si j'arrive à trouver quelqu'un qui peut l'utiliser de manière quotidienne, pourquoi pas. Mais bon, sincèrement, vu les défauts qu'il a, dont on va encore parler juste après, je suis pas sûr que quelqu'un ait envie de l'utiliser pendant plusieurs mois. Passons maintenant à la partie audio. Alors pour ce qui est de l'écouteur en appel, donc c'est-à-dire l'écouteur où vous allez pouvoir simplement écouter votre interlocuteur sans que tout le monde l'entende par le haut-parleur, je donne l'avantage au Lenovo qui a un son tout à fait en val, parce que celui du Cubot est quand même assez aigu. Et j'ai quelqu'un qui l'a utilisé aussi le Cubot pendant quelques jours qui m'a confirmé ce que je pensais par rapport à cet écouteur, c'est qu'il est aigu. Pour ce qui est du haut-parleur dorsal, alors là je donne un avantage au Cubot en termes de puissance et de qualité, même si dans les deux cas c'est vraiment pas la joie. On va dire que celui du Lenovo manque cruellement de puissance. Pour ce qui est du son de la prise jack, je vais donner l'avantage au Lenovo automatiquement du fait que le port non standard du Cubot existe. Pour ce qui est du son en casque Bluetooth, là, il y a égalité parce que les deux puces Bluetooth sur ces téléphones sont irréprochables. Et vraiment, là, un bon boulot a été fait par Mediatek dans le choix de ces puces Bluetooth. Parce que je crois que c'est eux dans les MT65 quelque chose qui choisissaient les puces Bluetooth et Wi-Fi. Et donc pour ce qui est de la conclusion de l'audio, l'avantage va en général au Lenovo. L'écouteur d'appel primant selon moi sur ce genre de téléphone à bas prix, surtout venant de Chine. Et maintenant, un petit test des haut-parleurs des téléphones. On commence par le Lenovo. Et maintenant, le Cubot. On est bien plus fort ici. Et le son est un petit peu meilleur. Passons maintenant à la partie des appareils photo. Alors pour ce qui est des appareils photo dorsaux, le Cubot a un appareil photo de 5 mégapixels pendant que le Lenovo a un appareil photo de 2 mégapixels. En haute lumière, les photos ont des couleurs réalistes sur le Lenovo pendant qu'elles ont des couleurs assez brûlées sur le Cubot. En basse lumière, les deux sont mauvais, donc là-dessus, voilà, on peut oublier. Il n'y a pas de flash sur le Lenovo et il y a un flash inutile sur le Cubot que vous verrez juste après lors de petits extraits vidéo. Donc pour ce qui est de la qualité vidéo, il y a une meilleure gestion de la lumière pour les Lenovo, donc la qualité devient normalement tout simplement meilleure. Par contre, on peut dire que ça s'appelle comme petit point fort pour le Cubot, c'est qu'il a un meilleur micro. Pour ce qui est de la caméra frontale, alors il n'y en a aucune sur le Lenovo,
et il y en a une pourrie sur le Cubot. Selon moi, cette caméra frontale sur le Cubot, elle sert juste à du dépannage honteux, et vu sa qualité que vous allez pouvoir observer après dans le petit extrait vidéo, elle aurait autant mérité de ne pas exister selon moi. Donc pour ce qui est sur le point des appareils photo, en fait je pense que sur ce genre de téléphone c'est loin d'être le point d'achat principal. Si vous voulez absolument une caméra frontale et que vous avez envie de choisir entre ces deux téléphones, prenez le Cubot. Même si je pense que ce n'est pas pour ça ce n'est pas pour une caméra frontale qu'il faut choisir un téléphone de ce genre de prix. Par contre, si vous voulez une bonne caméra pour le prix, choisissez le Lenovo qui a notamment en photo un mode HDR qui, quand il est bien exploité, est particulièrement utile. Et une vidéo avec le Lenovo A399 et le Cubot GT95 en même temps, collés l'un à l'autre. Et comme vous pouvez voir, nous sommes dans une belle journée de janvier, c'est magnifique. Alors ce que je peux vous dire déjà, ça peut être grâce à cette vidéo, j'ai réussi à voir que l'écran du Lenovo est quand même bien meilleur que celui du Cubot, parce que là on voit que l'écran est violemment bleu en vidéo. Alors je sais pas si la vidéo prise est bleue elle aussi, mais en tout cas ce que je peux dire c'est que la qualité vidéo a l'air de se valoir. Même je trouve qu'elle est un peu meilleure sur le Cubot, qu'elle est un peu meilleure sur le Lenovo, alors que sur le Lenovo on est que sur un capteur 2 mégapixels. Mais bon, peut-être que c'est le grand écran 5 pouces à côté de l'écran 4 pouces qui fait ça. Au niveau de l'exposition, les deux la gèrent tout aussi bien, je dirais. Bon, ça on le verra au moment du montage. Et pour ce qui est des micros, vous l'entendez actuellement, celui du Cubot. Passons maintenant à la partie des autonomies. Alors, pour ce qui est de l'autonomie polyvalente, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'autonomie polyvalente, dans mes tests, c'est simplement quand j'utilise mon téléphone en tant que smartphone personnel dans tous ses usages, quels qu'ils sont, alors photos, vidéos, MP3, YouTube, jeux vidéo, appels, SMS, réseaux sociaux, 4G, enfin 3G sur ces deux téléphones. Donc sur le Cubot, j'obtiens entre 1h30 et 2h30, donc pour ceux qui avaient vu la petite capture d'écran sur mon Facebook Statmanenko, c'est ce téléphone qui a fait 1h30 en autonomie polyvalente, donc un gros bout sur lui. Le Lenovo par contre lui est tout l'inverse, il obtient entre 3h30 et 4h30, ce qui est un très bon score, en tout cas par rapport au smartphone actuel. Pour ce qui est de l'autonomie très légère, le Cubot obtient environ 5 heures, alors que le Lenovo obtient quasiment 8 heures, il obtient 7h45. En jeu vidéo, le Cubot obtient presque 3 heures, il a failli les atteindre, il a été à quelques minutes de les atteindre. Par contre, le Lenovo, lui, tourne entre 4h15 et 4h30, ce qui est bien mieux et est quasiment un record qui a été récemment détrôné par l'Amazon Kindle Fire. Pour ce qui est de l'autonomie YouTube, donc là j'ai fait tourner des vidéos 360p sur le Lenovo parce que je pouvais pas plus, et 480p sur le Cubot. Sur le Cubot, j'ai obtenu 3h10 et sur le Lenovo 6h25, même s'il faut prendre en compte que la résolution était un petit peu moins bonne. Mais bon, je pense qu'en 480p, il aurait malgré tout fait mieux, il n'aurait pas perdu 3 heures juste pour 120 pixels de plus. Et pour ce qui est d'une vidéo hors ligne avec MX Player, qui là cette fois-ci les deux étaient en 480p, le Cubot a tenu 4h10 et le Lenovo a tenu 7h30. Donc pour ce qui est de l'autonomie, l'avantage est assez largement donné au Lenovo. Et pour ce qui est du Cubot, selon moi, ce problème est firmware et je pense que celui-ci contient un problème de surconsommation de batterie à cause de la veille cellulaire. Donc je vous mets tout de suite des screenshots de mes batteries faites avec le Cubot pour pouvoir vous montrer que il y a une assez grosse consommation en veille, ça s'appelle à cause de la veille cellulaire. Et comme ce téléphone, le Cubot n'aura plus du tout de mise à jour, il y en a eu une de 4.2 à 4, enfin de Android 4.2 à Android 4.4, ce qui est déjà louable. Comme ce téléphone n'aura plus de mise à jour, le problème ne sera jamais résolu. Passons maintenant à la partie des connectivités. Donc, on va commencer tout de suite par le Wi-Fi. Alors, les deux téléphones ont bien sûr le Wi-Fi, et je n'ai rien à dire pour les deux. Le Cubot et le Lenovo captent entre 2 et 4 bars à mon endroit où je tourne d'habitude, ce qui est correct, et je n'ai jamais eu à constater de décrochage ou de grosses baisses de réseau, donc là-dessus, pas de souci. Pour ce qui est de la puce Bluetooth, il y en a une dans chaque téléphone, une puce Bluetooth 4.0, et rien à dire sur les deux. Pour ce qui est d'un GPS, il n'y en a pas sur aucun de ces deux téléphones, il n'y a pas de gyroscope sur ces deux téléphones. Il y a un accéléromètre dans ces deux téléphones, mais celui du Cubot est meilleur parce que celui du Lenovo est inutilisable en jeu. Pour ce qui est du partage de connexion, oui, ces deux téléphones ont le partage de connexion en 3G+, et pour l'avoir expérimenté, notamment sur le Cubot plus que sur le Lenovo, il fonctionne très bien. Pour ce qui est du NFC, bien sûr que non, il n'y a pas de NFC sur des téléphones aussi peu chers. Pour ce qui est d'un infrarouge, non, pas d'infrarouge. L'accès au VPN, oui, sur les deux téléphones. Une aide de notification, non, sur aucun des deux téléphones. La radio FM, oui. Elle fonctionne mieux sur les Lenovo que sur le Cubot, parce que pour une raison qui m'échappe, sur le Cubot, le téléphone galère à capter la radio FM.
Pour ce qui est de l'USB OTG, non, sur aucun des deux téléphones. Comme je vous l'ai dit avant, je pensais que le Qbot faisait l'OTG, mais non. Lenovo faisait l'OTG, mais non, il ne le fait pas. Et enfin, ces deux téléphones sont des téléphones Dual SIM 3G. Une seule des deux cartes SIM fera la 3G en ce téléphone, pendant que l'autre fera la 2G. Pour ce qui est des fréquences supportées sur ces deux téléphones font la 2G 900 MHz, donc là-dessus pas de souci. Et seul le Lenovo est capable de fonctionner sur les deux bandes de fréquences de 3G françaises, c'est-à-dire le WCDMA 2100 et le WCDMA 900, alors que le Qbot se contente au 2100. Et donc pour cette partie connectivité, l'avantage va une fois de plus au Lenovo, notamment avec la compatibilité 3G à 100% et les ports standards de communication filaire. Donc on ne les présente plus, ces fameux ports micro USB et jack qui ne sont pas standards sur le Qbot. Et sincèrement, c'est vraiment un très mauvais point. Passons maintenant à la partie la plus intéressante pour mettre nos smartphones à l'épreuve, c'est-à-dire les faire fonctionner sur des jeux vidéo. Alors pour ce qui est des jeux de DLG, donc pour ces deux téléphones, j'ai choisi de faire fonctionner Benji Bananas, et comme vous allez voir, sur les deux téléphones, ça fonctionne très bien, je n'ai vraiment aucune critique à faire là-dessus, que ce soit sur le Qbot ou sur le Lenovo, les deux fonctionnent très bien avec Benji Bananas. Pour ce qui est des jeux 2D un petit peu plus lourds qui ont de la demande en termes de GPU et de RAM, j'ai choisi comme d'habitude Monster Dash sur un autre niveau, cette fois-ci avec le fameux fond avec la fumée verte. Et c'est là où le GPU montre ses limites sur le Qbot. Alors vous ne le voyez pas sur cet exemple, et heureusement parce que ça aurait été un petit peu honteux, mais ça peut arriver à cause de la gestion RAM, dont on va parler juste après, que le Lenovo des fois ferme des applications qui sont en cours de manière inopinée sans vous demander. Donc par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, en jouant à Monster Dash sur ce Lenovo, d'avoir ma partie qui s'arrête en plein milieu, alors que pourtant ça tournait de manière très fluide, juste parce que le téléphone manque de RAM. Comme je l'avais dit normalement dans la vidéo de test du Lenovo, si ce téléphone avait eu 1 Go de RAM, il aurait été l'affaire du siècle. Pour ce qui est des jeux 3D légers, donc j'ai choisi pour ces deux téléphones de faire fonctionner Temple Run 2. Ça fonctionne plutôt bien sur le Qbot et ça fonctionne très bien sur le Lenovo, mais comme vous pouvez le remarquer, ou comme vous allez le remarquer, sur le Lenovo, il est impossible de faire bouger notre personnage, ce qui remontre une fois de plus que l'accéléromètre est d'une qualité tout à fait déplorable et il ne sert juste qu'à tourner l'écran. Pour ce qui est des jeux 3D lourds, alors l'exemple de jeu 3D lourd qui peut bien fonctionner sur des autres appareils, c'est Dead Trigger. Le Lenovo, encore une fois, pour avoir quelques problèmes de RAM, mais bon, ce n'est pas bien méchant. Je ne vais pas le montrer sur ce jeu. En fait, Dead Trigger sur ces deux appareils est étonnamment fluide, donc je pense que c'est un jeu qui s'adapte bien aux différentes configurations qu'on peut avoir. Et pour aller plus vite, je vous montre ici Sonic Dash. Donc pour ce qui est de la partie jeux vidéo, ces deux appareils ne sont pas destinés au jeu, mais le Lenovo a quand même malgré tout de puissance, le Lenovo a un petit peu plus de puissance tout en ayant un petit peu moins de RAM disponible. C'est ce dont nous allons parler juste après dans la partie de gestion RAM. Enchaînons maintenant avec la partie software et commençons par justement les versions d'Android. Alors pour ces deux téléphones, nous sommes sur des versions d'Android 4.4.2 si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Avec un thème d'icône et un petit lanceur un peu changé pour le Qbot et carrément pour le Lenovo, la surcouche maison qui s'appelle Vibe et qui est ici en version 1.5. Pour ce qui est de la gestion RAM, elle est meilleure sur le Qbot, c'est vraiment un des points où on peut dire que le Qbot est meilleur que le Lenovo, c'est sur la gestion RAM. La surcouche de Lenovo prend, je trouve, pas mal de RAM et c'est encore une fois
pourquoi ça explique pourquoi j'avais dit dans mon test du Lenovo que avec 1 Go de RAM, ce téléphone serait tout simplement une très bonne affaire pour ce prix-là, tout simplement parce que le lanceur, comme vous avez vu pour Sonic Dash, a tendance à se relancer un peu trop souvent. Justement, pour ce qui est du lanceur, alors là, nous avons deux expériences totalement différentes sur ces deux téléphones. Nous avons un lanceur une couche chez Lenovo, alors que nous avons un lanceur 2 couches chez Cubot. En usage quotidien, le lanceur de Lenovo est quand même plus fluide, même s'il aura une tendance à plus souvent se recharger. Et tout simplement, ça s'appelle le lanceur de Cubot. Dès que vous allez un petit peu utiliser le téléphone et que vous allez avoir des choses en arrière-plan, celui-ci va se mettre totalement à laguer, à ramer, à ralentir, à tout ce que vous voulez. Alors que celui de Lenovo reste quasiment totalement fluide tout le temps. Donc, petit avantage pour les Lenovo sur le point du lanceur en termes de fluidité. Et enfin, pour ce qui est des bugs, alors ce qu'on peut dire, c'est que sur ces deux ROM, il y a vraiment assez peu de bugs. Même si celui de la surconsommation en veille cellulaire est assez grave. Sur le Lenovo, le seul bug que j'ai rencontré, c'est YouTube qui ne s'affiche qu'en 360 pixels. Sur le Cubot, j'ai quelques petits bugs de lanceur, notamment dans la liste d'applications, dans le drawer. Sinon, rien de spécial et c'est bien. Mais la veille cellulaire tue totalement ce téléphone. Donc voilà, en conclusion, comme annoncé, ce n'est pas du tout un test complet pour ce très décevant Cubot GT95. Il est assez peu disponible de nos jours, sachant que moi j'ai mis 3 mois avant de recevoir le mien, alors que le Lenovo A399, par exemple, si vous allez sur TinyDeal, il est carrément disponible dans les entrepôts européens de TinyDeal, ce qui fait que vous le recevez entre 3 et 5 jours après votre commande, alors que le Cubot, j'ai mis 3 mois à le recevoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Cubot, je l'ai payé une cinquantaine d'euros, et que le Lenovo, je l'ai payé 48,12 euros. Je me souviens même du prix exact. Donc maintenant, je sais que le Lenovo coûte une cinquantaine d'euros, que le Cubot coûte un tout petit peu plus cher. Et donc, vous pouvez, comme vous pouvez le remarquer, je ne recommande pas du tout le Cubot GT95. Et pour tous ceux qui recherchent un smartphone basique pour des usages très standards dessus, ce Lenovo A399 reste toujours pour moi une référence. Même si bientôt je vais vous tester d'ici le mois de mars-avril un smartphone qui est vendu chez nous et qui coûte vraiment très peu cher. Les connaisseurs sauront sûrement de quel téléphone je veux parler. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de review un peu test très très rapide du Cubot GT95. Donc voilà, ce genre de vidéo ne sera pas amené à se reproduire très fréquemment, tout simplement parce que ce téléphone ne valait pas le coup de faire un test complet qui prend des plombes à monter, à faire, à encoder, à tout ça, bref. Sachant que mon ordi tire un petit peu la langue en ce moment vu que les vidéos s'enchaînent. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, et si vous ne l'avez pas aimé comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Et surtout, j'attends vos commentaires pour savoir si vous aimez bien ce genre de vidéo malgré tout. Comme ça, dès que j'aurai des mauvais téléphones à vous montrer, soit j'utiliserai cette forme, soit j'utiliserai une forme un peu plus libre qui pourra, laisser un petit peu plus divaguer mon imagination et vous montrer les côtés marrants de ce genre de téléphone. Donc voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Salut!